I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. De rentabilité et de valeur ajoutée. Ainsi, plusieurs investissements portés par des jeunes startups marocaines ont été possibles grâce à l'appui de fonds d'investissement étrangers. Nous nous arrêterons sur quelques exemples avec nos invités. Nous débattrons également des modalités de fonctionnement du recours à l'investissement étranger. Elle est par ailleurs inévitable, la question de savoir et de pouvoir comprendre que des jeunes riches en idées et en initiatives puissent se résoudre à ce que l'impossible soit décidément marocain, quand au-delà des frontières, les portes du possible ne demandent parfois qu'à s'ouvrir. Place au débat. Avec ou sans parure, le débat est ouvert. Diouri, vous êtes directeur communication et études Inforisque. Première réaction à l'édito. Oui, effectivement, toute la problématique a été posée. Je voudrais juste rajouter une chose. Quand on parle de fonds d'investissement, généralement, on pense fonds vautours, on pense uniquement sur les aspects financiers. Il faut, pour avoir travaillé justement dans une société, d'un fonds d'amorçage, il faut rappeler une chose qui est quand même importante, c'est que le fonds d'investissement, il est là pour accompagner une start-up, il est là pour apporter un savoir-faire, il est là pour aider à élaborer une stratégie, il est là pour apporter des moyens et accompagner l'entrepreneur justement à développer ses idées, à construire son entreprise. Et c'est très très loin de l'image qu'on a des fonds vautours qui vont aller qui visent uniquement l'aspect rentabilité. On est quand même un peu loin de ça. Madame Zahiri, directrice générale de CIF Maroc. Je rejoins parfaitement ce que vient de dire monsieur, effectivement, parce que la vision qu'on a des fonds d'investissement, c'est généralement une vision assez hedge fund, et une vision plutôt côté marché des capitaux que côté non coté. Alors ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement d'abord, effectivement, la capacité de pouvoir apporter à ces entrepreneurs non seulement des fonds, mais surtout de l'expertise, une vision stratégique, les accompagner, les supporter dans cette vision stratégique, et puis une capacité de sortir à l'international qui est critique pour ces entreprises-là. Quand on connaît la taille de notre marché domestique, c'est un enjeu crucial, voire de survie pour eux. Donc l'entrée d'un fonds d'investissement est vue plutôt comme un accélérateur de croissance pour ces startups ou même pour ces entreprises-là, quand on est en train de parler de private equity classique. Et il faut le voir effectivement comme quelque chose d'assez friendly vis-à-vis de l'entrepreneur, parce qu'il est là pour faire grandir l'entreprise et maximiser la valeur dans une vision de sortie qu'a toujours le fonds d'investissement en tête. Dounia Boumadi, directrice générale de Maroc Numeric Fund. Pour ma part, je rejoins effectivement ce qui a été dit sur l'action et le rôle d'un fonds d'investissement aujourd'hui, qui n'est pas juste considéré comme un accélérateur financier. Notre valeur ajoutée va au-delà de ça, puisque on siège dans les organes de gouvernance des sociétés, on revoit leur stratégie, on leur permet de développer leur activité, et on n'est pas là comme juste des apporteurs d'argent. Un autre point par rapport à ce qui a été dit dans l'édito, c'est que tous les entrepreneurs sont en recherche d'argent ou de fonds pour développer leurs activités. Mais c'est un constat qui était vrai il y a un moment où il y avait peut-être un ou deux fonds qui étaient actifs sur le segment du capital risque. Mais aujourd'hui, la donne a changé, mais je pense qu'on aura le temps d'en débattre plus longtemps, puisqu'aujourd'hui, avec le programme du Innovinvest de la Caisse centrale de garantie, il y a 4 fonds structurés qui servent ce maillon de financement qui est l'amorçage risque. Hicham Hamadi, président du conseil d'administration de Hitch. Pour moi, l'édito est plein dans le mille. Beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises qui ferment parce qu'ils n'accèdent pas au financement. Donc ça, c'est un fait. Que ce soit un financement bancaire ou un financement à travers d'autres mécanismes, notamment le capital risque ou autre chose. Et donc, le très peu qui reste, soit ils patientent jusqu'à ce qu'il y ait une taille critique pour que les banques acceptent de leur donner de l'argent, soit effectivement ils vont ailleurs. Mais le constat est que un fonds d'investissement, le rôle principal, c'est de générer de l'argent.
Enfin, je veux bien qu'on fasse de l'accompagnement, je veux bien qu'effectivement on fait du support, mais la réalité est qu'à la fin, ils regardent la rentabilité. la rentabilité. Mais c'est la même vocation finalement que les banques. Hein. Je veux dire, Oui. entre une banque, un fonds d'investissement, l'objectif final est le même, c'est gagner de l'argent, faire de la marge. Pourquoi est-ce que les banques, c'est inadapté aux projets justement comme les startups? Hicham Hamadi. Je pense qu'on l'avait dit la dernière fois, on disait que le principal actionnaire de l'entreprise marocaine, c'est la banque. Si on regarde le taux d'endettement des entreprises, et, enfin les cautions personnelles qu'ils détiennent, feront que aujourd'hui, si on fait le cumul, les banques détiennent beaucoup de TPE et de PME. Parce que l'argent est moins cher qu'un fonds d'investissement. Enfin, ça, c'est pas en action, c'est en un taux de rentabilité. Et puis après, ça a moins de risques de faire en sorte à ce que je fasse rentrer quelqu'un chez moi. Et donc, il va regarder, parce qu'effectivement, les fonds d'investissement et autres vont s'impliquer dans la gouvernance et vont imposer un certain nombre de règles. Entre parenthèses, on a une culture où les gens n'aiment pas s'ouvrir. C'est ce qui fait qu'on a des entreprises à peu près morcelées ou sous-capitalisées, familiales, parce que je veux rester le patron de moi-même, même si c'est une petite boîte. Et donc c'est très compliqué à ce qu'on s'ouvre, c'est culturellement difficile. Et puis après, un banquier, lorsqu'il vous donne justement un crédit, il vous octroie un crédit, il est très regardant aussi sur la façon avec laquelle vous allez employer ou diriger ces fonds. En principe, il y a un cahier des charges, il y a un business plan, etc. Et on vous donne pas de l'argent, on vous dit maintenant vous faites ce que vous voulez, mais vous nous rendez le capital plus les intérêts. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous parlez d'un crédit ou vous parlez d'un... Non, mais je parle du crédit, c'est-à-dire que la banque, c'est à peu près la même façon de raisonner finalement que... Le débat, c'est pas la même philosophie. C'est pas la même philosophie. Le débat avec la banque est tout simple. Vous avez les garanties, vous avez votre crédit. Enfin, pour simplifier, on va vous demander beaucoup de business plan, beaucoup de tralala, ça sert à rien. Vous avez les garanties, vous avez l'argent. C'est simple. Vous pouvez poser une caution, vous pouvez poser un nantissement de quelque chose, vous pouvez garantir ce prêt, vous avez l'argent. Et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez du moment où vous avez payé les échéances et ça s'arrête là. C'est là toute la différence avec un fonds de capital risque qui n'exige aucune garantie. Bien sûr. Sauf que... aucune garantie, Sauf que, je vais y arriver. Merci. Enfin, il y a la raison, parce que comme ça on commence le débat, c'est que les pratiques au niveau marocain ne sont pas... Ils vont vers des valorisations très entrée de gamme, très basses, de telle manière à ce qu'il y a d'autres rapports en compte courant qui sont une sorte de crédit. Donc en gros, on n'est pas sur des systèmes où on va rentrer dans une boîte en faisant une grosse valo et on met de l'argent et on prend le risque. On est dans une logique où on va se dire, tiens, on valorise une boîte à minima et puis après on l'aide avec l'argent qu'il faut, mais ça sera en compte courant et c'est encore une garantie parce que ça permet au fond de monter dans le capital. Donc ça, c'est des pratiques qui sont encore chez nous, qui font, c'est culturel, ça change, effectivement, ça change très 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 doucement. Amine Diouri, responsable et directeur communication des études à Inforisque. Oui, juste une chose sur ce point. Oui, sur la question du financement bancaire déjà, indépendamment des garanties réelles qui sont demandées par la banque, une banque, elle prête en fonction aussi de la capacité de remboursement d'une entreprise. Donc ça veut dire que déjà, elle a une activité, qu'elle dégage des cash flows et qu'elle est capable de rembourser la dette. Quand on est dans de l'amorçage ou du capital risque, généralement, on vient de lancer son entreprise, on n'a pas suffisamment de cash flow. Et voilà, c'est quand même deux choses complètement différentes. On est dans deux métiers différents, le niveau de risque pris n'est pas le même. Après, je suis d'accord avec Hicham que par rapport à un fonds d'investissement, même s'il n'y a pas de garantie réelle personnelle qui est demandée, le fonds, via des montages financiers, cherche quand même à se sécuriser son investissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des montages qui fait que si le niveau de valorisation atteint au bout de quelques années n'est pas celui escompté au démarrage, il y a des mécanismes qui fait que le fonds peut monter dans le capital et donc récupérer une partie de l'argent qu'il a investi. Vous voulez réagir, Dounia Boumadi, directrice générale de Maroc Numeric Fund? Juste pour nuancer certains propos qui ont été apportés par Hicham, je reviens sur ce point de garantie qui est pour moi primordial. Aujourd'hui, les fonds de capital à investissement, et notamment ceux qui opèrent sur l'amorçage risque, n'exigent aucune garantie au sens réel bancaire. C'est-à-dire il n'y a pas de nantissement de bail, il n'y a pas de garantie personnelle à apporter. La seule garantie que l'on a, c'est le fondateur. Donc nous, on prend une grosse partie de risque parce que au début, on n'a qu'une idée. Finalement, on n'a pas vraiment quelque chose qui se tient encore, mais où tout reste à démontrer. Et on mise fondamentalement sur le porteur et le fondateur de la société. Après, par la suite, sur l'aspect valorisation, là encore, ça dépend des phases de développement de la société. C'est clair, sur des maillons d'investissement en capital risque, on est, localement, je dis bien localement parce que les valorisations à l'international sont d'un autre niveau. Aujourd'hui, les valorisations ne sont pas énormes. Ne sont pas énormes
parce qu'on prend un gros risque. Et généralement, les méthodes qui sont utilisées par les fonds d'investissement et même par des fonds d'investissement étrangers, c'est la mise en place de ce qu'on appelle dans le jargon des mécanismes d'ajustement qui permettent au fondateur d'atteindre la valorisation initiale qu'il a proposée lorsqu'il atteint un certain niveau d'objectifs qui ont été présentés dans le business plan. Bon, après, le sujet valorisation, c'est le point névralgique de négociation des fonds d'investissement avec les porteurs de projets, mais c'est à nuancer. Après, ce niveau de valorisation peut être complètement différent quand on est sur d'autres niveaux de développement de la société, notamment quand on est face à des fonds de capital développement ou de capital transmission, où là, les choses sont complètement différentes. Amin Hazzaz, vous voulez réagir, fondateur de H7? Comme vous disiez dans l'édito, la difficulté à accéder au capital est bien réelle, que ce soit pour les jeunes entrepreneurs, les startups ou même pour les TPME. Ça, c'est un fait et c'est indéniable. Par rapport je dirais, à l'émergence récente de certains fonds d'investissement en amorçage et aussi en early stage, on est, je dirais, au début de cette industrie-là. Et c'est quoi la difficulté? C'est que l'écosystème marocain n'arrive pas à faire émerger des talents qui sont capables de nous créer des startups d'envergure continentale et internationale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Marocains n'ont pas de projet à dimension africaine, par exemple, ou internationale. C'est juste qu'on se comprenne, parce que finalement, on n'attire pas le bon talent. On regorge de talent, mais là, manifestement, oui, c'est plus le cas. On regorge de talent. C'est-à-dire le Maroc produit annuellement 50 000, je dirais, talents de calibre mondial. De ces 50 000, il y a très peu qui sont convertis, et je dis bien convertis, en entrepreneurs à fort potentiel. Et pourquoi? Et pour convertir, il faut certains éléments qui sont manquants aujourd'hui. Il faut une volonté, il faut une ambition de l'État pour que ce pays se dote d'un certain nombre d'infrastructures et de conditions pour que ce top talent revienne au Maroc ou sorte des grands groupes ou des multinationales et créent ces talents qui sont aujourd'hui présents au Maroc et qui n'ont pas la possibilité d'émerger parce que l'écosystème n'est pas forcément idéal, n'est pas parfait, etc. Est-ce qu'ils peuvent tout simplement se rediriger vers des fonds d'investissement internationaux tout en gardant leur positionnement, leur ancrage ici au Maroc? C'est ce que je dis. Ça veut dire que c'est pas une question de fonds d'investissement. Ouais. C'est que quand vous n'avez pas des incubateurs, des accélérateurs qui sont capables d'identifier ces individus et de les accompagner pour qu'ils soient attrayants pour les fonds d'investissement, que ce soit locaux ou internationaux, ouais, il y a très peu de deals qui vont se faire. Et mes amis ici vont vous le confirmer. Le nombre de deals qu'on fait au Maroc est très très limité. Les fonds investis dans les startups est ridicule. L'année dernière, on a investi 3,9 millions de dollars. Ouais. C'est ridicule. Vous voulez réagir, Mme Azeri, sur ce point? Directrice générale de SIF Maroc. Je souhaite réagir sur plusieurs points. On a parlé d'emprunt et de rôle de la banque. Il ne faut pas faire aux banques ce qu'ils ne sont pas faits. Ils n'ont pas vocation à financer la start-up. Ils n'ont pas vocation à prendre ce risque-là. Donc il y a clairement, on leur demande de faire des choses qui ne sont pas de leur scope of work. Juste ça, c'est le point important. Le deuxième point, je voulais réagir sur ce que vous avez dit. Les pratiques, je trouve, vous avez parlé de compte courant, de structuration autour de la manière dont la structuration des fonds d'investissement. Les pratiques des fonds locaux n'est pas forcément complètement déconnante, si je peux me permettre du terme, de ce qui se pratique à l'international. J'ai passé plus de 10 ans dans des fonds internationaux et je peux vous assurer que les pratiques sont beaucoup plus agressives que celles qu'on a aujourd'hui. Donc on n'est pas dans une optique où on arrive vraiment et on met la pression sur l'entrepreneur. On est sur des pratiques qui restent plutôt correct et faire dans l'approche. Donc ça, c'est le deuxième point. Sur le troisième point, je rejoins ton point, Amine, de dire la problématique, c'est une problématique d'écosystème global. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire émerger les startups qui peuvent être éligibles, elles, à de l'investissement et qui répondent à nos critères d'investissement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous avons des investisseurs derrière nous aussi. C'est un mandat de gestion que nous avons. Nous avons des obligations de rendement vis-à-vis de ces investisseurs-là. Donc il faut qu'ils puissent être capables de répondre à ces rendements. Là où je serais plus nuancée, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que le vivier au Maroc n'est certes pas exceptionnel, mais aujourd'hui, avec Innovinvest, on a aujourd'hui
un prémisse de l'action du pouvoir public pour pouvoir lancer. C'est déjà ça de prix. Moi, mon sens, c'est déjà ça de prix. Mais c'est un départ qui est incomplet. Ça veut dire que d'un côté, on va investir plus ou moins 50 millions de dollars, l'équivalent de 500 millions de dirhams dans les fonds d'investissement, mais on n'investit rien dans les structures d'accompagnement pour faire émerger ces talents. Alors, juste en terminer sur le point du vivier d'investissement qu'on pourrait trouver. Aujourd'hui, nous, on est particulièrement impressionnés par la qualité du pipe qu'on remonte. On a closé le fonds il y a quelques semaines. On a déjà closé nos 2 premières transactions et ce sont des transactions, on n'est pas très loin du montant que tu as indiqué en fait, d'investissement global sur l'année dernière, donc ça donne une petite idée. Et ce sont des dossiers qui sont parfaitement finançables à l'international. Ça veut dire que ces talents ne vont plus aller à l'international pour chercher de l'expertise, pour chercher des fonds, mais qu'aujourd'hui, ils ont le meilleur des deux mondes qu'ils retrouvent finalement en local. Donc ça permet d'avoir ce type de profil. 2, qui sont parfaitement capables de scale-up à l'international, voire en régional, en fonction. 3, dans des segments où on n'attendait pas du tout l'innovation marocaine. Donc, dans le health tech, on a fait un investissement dans des guides chirurgicaux dentaires, qui est une innovation mondiale, pour la pose d'implants. Moi, je serais la dernière à avoir misé sur le health tech pour être tout à fait honnête. Et le deuxième, c'est dans l'EdTech, en fait, dans l'éducation. Donc, on a santé et éducation, qui sont pas forcément là où on aurait pu trouver le plus d'innovation marocaine. Et ben, elle l'est. Et de qualité. Madame Zahiri, directrice générale de CIF Maroc, lorsque vous dites on demande aux banques de faire un travail qui n'est pas le leur, c'est loin de leur scope of work, vous dites pourquoi est-ce qu'elle ne prendrait pas ce risque? Finalement, la banque doit prendre des risques pour financer un projet, c'est sa vocation première, en tout cas c'est ce qu'on nous market, c'est ce qu'on nous dit quand on est en contact avec les banquiers, et ben oui, mais c'est ce qu'ils nous disent, je suis désolé, ils disent pas autre chose, et puis par la suite ils veulent leur marge, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi est-ce qu'une banque n'est pas adaptée à la start-up ou n'a pas vocation carrément à financer la start-up? Parce que l'approcherie c'est complètement différente. Aujourd'hui, quand ils voient arriver une start-up, pour eux toutes les alarmes rouges se mettent en place parce qu'ils ne respectent aucun des critères de prudence qu'ils ont et aucun des critères d'investissement si on devait se mettre de leur côté ou du financement qu'ils mettent en place. Donc aujourd'hui, ils ne répondent pas juste. Un start-upper, entre guillemets, va voir une banque, en fait, il fait fausse route à la base. C'est ça qu'on peut lui dire. C'est-à-dire que c'est pas la faute à la banque, c'est tout simplement la faute à son projet qui ne répond pas aux critères. Là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, ils ne savent pas faire, mais c'est leur boulot. C'est leur boulot pour une raison basique. C'est que c'est une rente. C'est un domaine protégé par l'État qui utilise notre argent. Et c'est un domaine dans lequel on interdit aux autres de rentrer. Donc ils sont protégés. Leur boulot, ce n'est pas ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas de financer. Excusez-moi, le rôle de la banque, c'est financer l'économie. Financer l'économie. Et pas les startups. Financer l'économie, et pas les startups. Il faut qu'elle finance la PME. Excusez-moi, mais à aucun moment il est écrit quelque part que la banque ne finance pas la start-up. La banque finance le risque, point. C'est ça ce qu'on nous dit. Regardez, il y a quelques années, il y a eu une sortie médiatique assez remarquable finalement de Othman Benjeloun, le patron de la BMCE, qui disait les banques ont accompagné le tissu entrepreneurial et elles ont pris des risques importants. Alors il faut arrêter de dire que les risques-là, on ne le voit pas dans le résultat net. Alors c'est pour ça que je dis que finalement, la banque, est-ce qu'elle a vocation véritablement à financer tout? Pour moi, c'est sa vocation parce que. Ou est-ce que finalement on se dit non, la start-up c'est particulier, c'est pas la faute à la start-up, c'est la faute à la banque. Mais qu'elle sait pas faire, c'est une chose. Et ça, c'est un fait. Ça, elle ne sait pas faire, c'est une chose. Voilà, elle ne sait pas faire. Elle n'est pas outillée pour. Elle est dimensionnée, structurée pour donner des crédits à la conso, pour avoir des garanties personnelles, pour faire de l'hypothèque. Oui, elle sait faire, mais elle ne sait pas faire ça. Oui. Ça, je suis d'accord. C'est la banque qui ne sait pas faire dans ce cas. Par contre, qu'elle ne doit pas faire, non. Voilà. Elle devrait le faire parce qu'elle est là pour financer l'économie. Elle utilise mon argent. Elle utilise votre argent. Elle est dans un domaine où pour y entrer, il faut un agrément. Un agrément, c'est de la rente. Et que je sache, c'est très compliqué à ce que demain j'ouvre une banque. Donc c'est un domaine qui est protégé. Elle devrait le faire. Voilà. Mais effectivement, c'est pas le sujet du débat, parce que le sujet du débat, c'est les fonds d'investissement. Je vais aller sur d'autres pratiques en disant que les fonds effectivement étrangers sont plus agressifs, c'est vrai. Sauf qu'ils partent sur d'autres valorisations et sur d'autres ambitions. Ce que je peux reprocher aux fonds marocains, je pense que effectivement ils ont commencé à faire du support et j'en témoigne. Enfin, on a avec nous un fonds que j'ai vu de près pendant très longtemps. Donc ils font effectivement énormément d'accompagnement, de support. Là où ils sont pas bons, c'est dans l'ambition. Et c'est là où les gens partent à l'étranger, c'est là où on cherche autre chose. Quand vous arrivez avec un projet ambitieux, vous leur dites
je vais changer le monde. C'est très compliqué. Est-ce que quelqu'un vous croit? Et aucun fonds d'investissement. Il faut donner des garanties réelles pour le changement de ce monde. On arrive aux garanties. Elle est là. Alors laissez-le finir son idée, s'il vous plaît. Je parle de garanties réelles relatives au business, pas de garanties réelles bancaires. Quand on arrive avec une idée, moi j'ai fait l'expérience avec un fonds je voulais lancer un sujet qui était pour moi très innovant. Il y avait quelqu'un qui me disait, vous avez combien d'expérience dans votre actuelle entreprise? J'ai fait 10 ans. Et il me dit, vous voulez déjà changer pour aller à autre chose? Moi, je suis dans mon métier depuis 25 ans. Et donc, vous avez déjà quelque chose qui est révélatrice de l'étendue, où est-ce que vous pouvez y aller. Donc, ce que je leur reproche, c'est ça. C'est comment, et c'est là où je vais rejoindre mon ami Zé, c'est que comment faire en sorte à ce que l'écosystème puisse accompagner une ambition. Il faut qu'on soit ambitieux, pas non. Il faut qu'on ait une ambition à la hauteur des attentes des Marocains. Et du potentiel. Du Marocain. Madame Zahiri, vous voulez réagir, directrice générale de CIF Maroc. Je ne reconnais pas, en fait, les fonds d'investissement tels que vous les décrivez, pour être tout à fait honnête, parce que, à la rigueur, le projet ambitieux, c'est peut-être le premier pilier qu'on regarde, parce que, je l'ai dit au début, le Maroc étant un marché petit, sur lequel, si c'est pour répondre à la problématique du coin de la rue, ce n'est pas quelque chose qui peut nous intéresser. Si c'est quelque chose qui peut sortir à l'international, une innovation qui va sortir à l'international, qu'on peut accompagner à l'international et qu'on peut faire grandir, et pour laquelle, alors l'ambition n'est plus même pas une question de critères d'éligibilité pour nous, c'est une critère de survie pour nous, en termes d'investissement. Parce que pourquoi? Parce que notre point, c'est la liquidité de cet investissement à terme. Si je garde cet investissement petit, sans aucune ambition, je n'aurai aucune option de liquidité. Ça ne sert à rien d'avoir peut-être le meilleur business du coin de la rue, mais ça ne me sert à rien. Par contre, si je le grossis, que j'ai de l'ambition, je reprends votre terme plusieurs fois, et que je vais en régional et en international, je rentre là dans le radar de potentiels racheteurs qui sont eux qui m'offre cette liquidité, parce que ma vocation à terme, c'est de sortir. C'est important. Amine Doueri, directrice de communication et études à Inforisque. Vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, juste une chose, c'est une parenthèse par rapport au métier de la banque, juste pour finaliser sur ce point. En France, c'est vrai que ici au Maroc, on n'a pas cette expertise. En France, par exemple, vous avez des départements d'ingénierie financière qui effectivement vont faire des montages financiers, notamment via des augmentations de capital, et qui ensuite refilent le dossier à des fonds d'investissement. Ici au Maroc, effectivement, si on parle de crédit classique, ça n'est effectivement pas le métier d'une banque d'apporter ce type de dossier risqué, parce que le niveau de risque, il est aussi corrélé avec une rémunération. Ce qu'on demande pour un crédit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que demande un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement va demander un TRI à la sortie de 15-20%. Vous imaginez bien qu'une banque ne va pas vous demander 15% de rémunération annuelle. C'est aussi ça la chose, il faut bien voir ça. Ensuite, une question primordiale pour un fonds d'investissement, c'est évidemment le sourcing initial, parce que quand on parle d'innovation, il faut bien se rappeler que pour avoir un futur Facebook, imaginons on veut avoir un futur Facebook marocain, il faut derrière avoir un millier de projets qu'on puisse analyser, parce que sur ces 1000, il y en a 999 qui vont échouer, il y en aura un seul qui va émerger. C'est aussi ça le problème. Mais il faut avoir cette base justement de projets innovants qui permet un jour de détecter cette millième entreprise. Si aujourd'hui au Maroc on a un porteur de projet justement dans les nouvelles technologies de l'information, est-ce que vous pensez qu'il aurait la chance d'émerger ici au Maroc et puis de pouvoir éventuellement rayonner à l'international aujourd'hui avec les conditions actuelles? Alors très sincèrement, moi, c'est vrai qu'on a abordé ce point. La problématique du marché marocain, il est petit, il faut être clair. Si on a une ambition d'un projet innovant qui n'existe pas justement à l'international, je vais aller directement en France ou aux États-Unis, créer mon entreprise là-bas et lever des fonds là-bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez beaucoup d'ambition, si vous croyez en votre projet, je ne sais pas ici qu'il faut le financer. Voilà, je ne vois pas en quoi les fonds, comme par exemple le fonds numérique, le Maroc Numérique Fund, peut me servir. Dounia Boumadi, est-ce que cette étape, on peut la sauter quand on a finalement un projet avec beaucoup d'ambition, avec un rayonnement bien sûr à l'international, qui peut être implémenté partout à travers le monde? Avant de parler de cette étape qu'on peut sauter, est-ce que je peux réagir sur certains propos qui ont été abordés, notamment encore une fois ceux de Hicham, juste pour corriger cette image un peu écornée des fonds d'investissement. Et là, c'est là où je rejoins totalement la position de Meriem. Aujourd'hui, un fonds d'investissement,
et typiquement notre vocation à nous, c'est de soutenir des projets qui ont un potentiel de croissance important. Pourquoi? Parce que l'option de sortie et la liquidité, c'est l'un des premiers critères que l'on regarde. C'est-à-dire avant même d'entrer, on voit si à terme, au bout de 3-5 ans, on a une possibilité de sortie et d'être attractif pour intéresser un acheteur qui soit industriel local ou un bailleur de fonds à l'international. Donc on ne manque pas d'ambition, c'est faux. On ne manque pas du tout d'ambition parce que l'ambition, c'est un des critères que l'on voit en premier chez un fondateur. Encore une fois, c'est une ambition qu'il faut qu'il soit fondée, c'est basé sur des chiffres, c'est basé sur plein d'autres critères qu'on discutera là. Quelle est la plus grosse valo que vous avez financée? Pardon? Quelle est la plus grosse valorisation que vous avez financée à l'entrée? Je ne suis pas là pour parler des valorisations que moi je traite. Si on veut. C'est pas. Alors encore une fois, c'est non. Alors c'est là où je pense qu'il y a un problème de curseur. On n'est pas là pour parler de valorisation. Un projet peut être très intéressant avec un potentiel de croissance très intéressant, sans pour autant avoir une valorisation de millions de dollars au début. Il n'est pas très intéressant. Non. Alors je pense qu'il y a un problème au niveau de la compréhension du mindset du private equity. Les investisseurs en fonds de capital risque n'ont pas vocation. Je peux juste terminer Messieurs, s'il vous plaît, laissez-la juste finir. Parce que, encore une fois, je reviens sur cette façon de faire des fonds d'investissement et qui n'est pas juste local, mais même à l'international. Il y a d'autres mécanismes qui permettent de revoir les valeurs, les valorisations selon les milestones de l'entreprise. On n'est pas là pour donner des valorisations de millions de dollars. Ça, on est bien d'accord. On n'est pas là pour le faire parce que on a des choses que l'on fait qui... Finalement, avec un petit montant, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'on peut faire des choses extraordinaires et qu'on doit être content au Maroc. Il n'y a pas de souci. Alors là, vous l'avez résumé d'une façon qui n'est pas du tout similaire à ce que j'ai dit. C'est pas du tout ça. Ouais. J'étais juste en train de revenir sur ce point qu'avait soulevé Hicham. Non, laissez-la juste finir. Juste finir son idée, s'il vous plaît. Voilà, donc mon idée pour... je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions ou pas, ou à tes interrogations, mais je veux juste remettre le curseur là où il est par rapport à la vocation des fonds de capital investissement et par rapport à la façon de faire des fonds d'investissement locaux qui n'est pas si différente de la manière de faire de d'autres fonds d'investissement étrangers. Ouais, Amin Hezzaz voulait réagir, fondateur de H7. On parle beaucoup d'investissement et de fonds d'investissement, mais on oublie que pour créer ces startups-là, c'est un écosystème. Et cet écosystème, il y a l'élément central, c'est le gouvernement. C'est-à-dire tous les pays qui ont connu une vague exceptionnelle de start-up, c'est des gouvernements qui ont eu des programmes pour faire l'émergence d'un écosystème start-up technologique. Que ce soit les États-Unis, que ce soit très récemment la France. La France était à la traîne. Mais la France, ils se sont dit, OK, il faut qu'on rattrape le peloton parce que c'est stratégique pour le pays. Ils ont investi 4,1 milliards d'euros dans les fonds d'investissement, mais très rapidement, ils se sont rendus compte que ce n'est pas suffisant. Ils ont investi et subventionné et prêté 200 millions d'euros à une vingtaine d'incubateurs et d'accélérateurs pour créer ce pipe. Et quand on vous dit quand on vous dit par exemple 700 millions de dirhams ici au Maroc sur 5 ans, ça vous inspire quel commentaire? C'est pas beaucoup, mais c'est un début. C'est un début. Il faut saluer ce que fait la CCG. Mais ça, c'est mon troisième point. C'est que le troisième pilier, c'est les grands groupes. C'est les grands ministères. Quand vous analysez les écosystèmes qui ont réussi, vous allez trouver des grands groupes qui ont investi dans l'écosystème startup, qui ont acheté des startups, qui ont accompagné des startups. Tant qu'on n'a pas de groupe marocain qui ne font pas cela, ça va être difficile de créer des startups marocaines. Le dernier pilier, c'est les ministères. Quand vous voyez les plus belles startups un petit peu partout dans le monde, vous allez trouver que c'est le ministère de la Défense ou de l'Intérieur ou le ministère des Finances qui a poussé pour que ce type de startup voit le jour chez eux. En ayant dit cela, la banque, c'est pas son métier de prêter à la start-up, mais elle a une responsabilité morale à faire émerger les start-up. Comment? Quand on voit les 25 premières banques dans le monde, elles ont toutes un programme d'accélération, elles ont toutes investi dans des fonds de préamorçage, d'amorçage, early stage, série A, et ainsi de suite. Ça veut dire que les banques marocaines, ne serait-ce que dans la fintech, ne peuvent pas rester inactifs, absents du terrain. Elles n'ont pas investi un rang. Quand on voit les fintechs qui se développent en Afrique, je ne parle pas des États-Unis et de l'Europe. C'est pour ça que sur votre point, je ne pense
quand vous dites pourquoi quelqu'un va se lancer au Maroc, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que si ces 4 ou 5 piliers se mettent en place, on peut... Non, à ce moment-là, oui, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, à partir de là, vous comprenez. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais il y a de l'espoir. Non, mais je veux dire, comme c'est pas le cas, comme l'écosystème n'est pas encore adéquat, est-ce que vous comprenez qu'on saute cette étape et qu'on se dit, si on croit vraiment à notre projet, ben moi, je vais peut-être aborder Carlyle ou, je sais pas, Carlyle ou Barclays ou BNP des fonds d'investissement intéressants qui ont une force de frappe intéressante et qui ont un rayonnement à l'international. C'est beaucoup plus facile de prendre son billet d'avion et d'aller à Paris ou à Montréal ou à Dubaï, lever de l'argent, et aussi Londres, quand vous avez une ambition. Et je rejoins ce que tu dis. Ça veut dire qu'une start-up qui n'a pas une ambition planétaire, by design, dès le début, ce n'est pas une start-up. Exactement. Ça veut dire que, et je pense que nos amis Capital Risque autour de la table le savent. Et je comprends ton point sur la valorisation, mais c'est vraiment, il faut collectivement qu'on devient beaucoup plus brillant ensemble, parce que individuellement on l'est, mais collectivement on ne sait pas faire dans ce pays. Vous voulez réagir, Madame Zahri? Alors moi j'aimerais juste revenir sur le point de valorisation. Je suis désolée Hichem, mais c'est un point qui suscite beaucoup de débats. Moi j'aimerais, de mon expérience, pour moi c'est un non-sujet, honnêtement. Quand on vient nous voir et nous dit ce projet, ma société vaut 1 milliard d'euros, j'ai presque envie de dire d'accord, je vous crois, je vais m'embarquer avec vous dans cette histoire. Mais aujourd'hui, elle ne vaut pas 1 milliard d'euros. Elle ne le vaut pas. Donc comment est-ce qu'on peut faire si à terme, effectivement, elle vaut 1 milliard pour que vous soyez rétribué à votre juste valeur et à la performance que vous faites. Mais qu'on me dise que le sujet de valorisation, une fois qu'il y a un alignement des intérêts entre l'entrepreneur et le fonds d'investissement d'une part, et une vision commune, une histoire commune qu'ils ont envie de co-construire ensemble, pour moi, le sujet valorisation devient limite secondaire. Donc, honnêtement, c'est un Hicham Hamadi, président du conseil d'administration de Hitch. Valorisation rime avec vision, volonté, ambition, ça c'est clair. Maintenant, c'est... En gros, je vais reprendre le paragraphe, ce qu'avait dit madame, c'est en disant vous ne valez pas 1 milliard, vous valez rien, et on va atteindre l'1 milliard. Alors qu'ailleurs, il va vous dire, ok, si je rentre à 1 milliard, la boîte vaudra à la fin 2 milliards et non pas le 1 milliard. Et c'est ce qui fait tout le changement de mindset. C'est que les gens, quand ils rentrent avec vous, ils se disent, je rentre dans une forte valeur et je fais, si vous avez tous vu, je pense qu'on a tous vu le film de Facebook, le jour où il voulait faire sortir ses camarades, il a dit, tiens, c'est une grosse valo, et de toutes les manières, c'est après, j'aurai une deuxième grosse valo, et point à la ligne. C'est cette culture qu'on n'a pas. Amine Diouri, directeur communication à InfoRisque. Là où je suis quand même pas d'accord avec ce qui a été dit autour de la table, c'est que on est en train de dire, si vous êtes une start-up et que vous avez un projet à vocation internationale, là, effectivement, vous êtes finançable. Allez-y directement à l'international. Mais c'est pas ça l'idée quand même. Vous pouvez avoir une vision pour un marché local, même certes très petit, et c'est pour ça que les niveaux de valorisation sur le marché marocain sont très faibles, parce que comme le marché est petit, évidemment la rentabilité qui va être dégagée va être faible, et forcément la valo va être faible également. Mais il faut ce genre de projet, il y a des besoins sur le marché marocain, des porteurs de projets qui ont des idées innovantes pour le marché marocain, et ils doivent être financés. Et d'ailleurs, c'est le but d'Innovinvest, c'est d'aider justement ce type de... Je suis entièrement d'accord avec toi, mais elle a dit qu'à un moment donné, il faut de toutes les manières que ça devienne international, parce que la start-up a vocation à s'internationaliser. Mais dans ce cas, on limite beaucoup les projets finançables, parce que si vous voulez financer à l'international un projet, il faut vraiment avoir une idée qui n'existe pas nulle part, et là ça va être comme plus difficile, parce que le marché français, les marchés étrangers, excusez-moi, c'est hyper compétitif. Vous avez énormément de projets innovants. Pour que vous démarquiez des projets qui sont finançables là-bas, il faut vraiment venir avec l'idée qui n'existe pas. Non, avec la même idée, sauf qu'il mettre beaucoup plus de moyens. Hicham Hamadi. Moi je connais des exemples que Maroc Numeric Fund a financé qui sont de très très beaux projets. Il suffit d'y mettre plus de moyens et ça deviendra... Est-ce que vous avez un exemple précis ?
Non, enfin, non. Je préfère, non, c'est pas, je préfère ne pas citer les noms, parce que je préfère que ça viendra de chez eux. Enfin, ils ont financé une très très belle boîte qui est dans les RH et qui est dans. Bon, je trouve l'idée est simplement, enfin, manager, je trouve ça magnifique comme projet et ça existe partout dans le monde. Il y a une boîte qui vient de lever 6 millions d'euros en octobre, justement, qui fait la même chose en France. Justement, alors que ici, ça n'a pas. Si Managio allait par exemple lever des fonds à l'international, ça serait une. Ah bah oui. Il y aurait des concurrents. Je vais vous dire pourquoi. Pour une raison basique, c'est que si ça a été fait dans un fonds, chez quelqu'un à l'international, il va prendre son conseil d'administration et passer à la table, vous lui passez commande. Alors qu'ici, on ne peut pas le faire. Ici, Managio répond à un besoin local, c'est un très bon exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent passer commande. Donc ça fait déjà un chiffre d'affaires extraordinaire. Que je sache, sans citer les banques qui sont dans le tour de table utilisent d'autres systèmes. Ils utilisent d'autres systèmes qui coûtent très très cher alors qu'ils auraient pu l'injecter dans ces... Et donc c'est là où je vais rejoindre mon ami sur l'écosystème. Soit on y croit, on finance, on lui passe du chiffre d'affaires et on l'accompagne réellement, soit on n'y croit pas ou on y va avec des petits financements. Dounia Boumadi, vous voulez réagir, directeur général de Maroc Numeric Fund. Je voulais réagir sur plusieurs volets. Mais je voudrais aussi avoir votre réaction sur le mindset quand il dit que finalement c'est beaucoup plus facile d'accès ces fonds internationaux parce que bon, leur logiciel de pensée, si vous voulez, est beaucoup plus flexible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. C'est des fonctionnements similaires. Aujourd'hui, une société qui veut lever à l'international, il faut qu'elle ait un solide pour pouvoir aller lever à l'international. Parce que même à l'international, les fonds, les VC à l'international ont les mêmes réflexes que nous. Il faut que le projet soit bancable, il faut qu'il y ait un réel potentiel de croissance, il faut qu'il soit compétitif. Et même des fois, certains fonds internationaux sont beaucoup plus rassurés quand il y a des références qui sont solides localement et quand il y a dans le tour de table des bailleurs de fonds locaux. Parce que ça reste un interlocuteur privilégié et pour eux, c'est même une garantie pour mettre des fonds supplémentaires. Moi, le point sur lequel je voulais réagir, où je rejoins Amine, c'est par rapport à l'émergence d'un écosystème. Aujourd'hui, c'est clair que pour attirer des investisseurs déjà internationaux, il faut un environnement entrepreneurial clément. Et il faut qu'on donne des messages positifs à l'international. Et ces messages positifs sont clairement portés par une volonté étatique. Il faut que l'État montre qu'elle soutient l'entrepreneuriat, qu'elle soutient les startups. C'est vrai qu'aujourd'hui qu'on est à nos débuts, on est à un premier lancement du fonds de Fininvest qui est d'un montant de 500 millions de dirhams pour soutenir les startups qui opèrent sur des secteurs innovants. C'est pas beaucoup, je te l'accorde, mais il y a toujours un début. Il faudra bien qu'on passe par là et je pense que même... J'ai une question pour combien sur les structures d'accompagnement? Combien dans cette initiative il y a d'argent pour, je dirais, qu'on ait des incubateurs et des accélérateurs? Je suis d'accord sur le fait que l'enveloppe qui a été allouée aux structures d'accompagnement n'est pas très importante. Mais il va y avoir, et ça va être confirmé par la Caisse centrale de garantie, qu'il devrait y avoir une deuxième cuvée. S'il vous plaît, juste laissez-la finir ses réponses. Je sais que c'est pas énorme, mais moi je suis pas là pour défendre les objectifs de la Caisse centrale de garantie, mais je pense que déjà ce qu'elle a fait est un travail louable. Et ce n'est qu'un début et elle va refaire une deuxième cuvée et sur la partie fonds d'investissement et sur la partie structure d'accompagnement. Là où je voudrais terminer, c'est au-delà du montant faible qui est alloué aux structures d'accompagnement, il faut créer de véritables synergies entre cette structure d'accompagnement et les fonds d'investissement. Parce que finalement, nous, d'où on va se sourcer? On va se sourcer de ce que vous attirez comme entreprise. Et c'est là où il faut qu'on travaille de façon très proche pour avoir un deal flow de qualité et un nombre important de dossiers. Donc, ce travail, même avec une enveloppe d'investissement qui n'est pas très importante, doit commencer maintenant et ça va augmenter. Il n'y a aucune raison pour que ça n'augmente pas. Madame Zahiri, directrice générale de CIF Maroc. Alors, moi, j'aimerais réagir sur un point en particulier. Je trouve qu'on revient toujours au même point. Il nous faut, bien entendu, un écosystème entrepreneurial, solide, liquide, avec des acteurs de l'écosystème qui puissent fournir un deal flow de qualité pour des fonds et des fonds toujours plus importants pour pouvoir faire des valorisations du milliard
de dollars et au-dessus. Mais je veux surtout qu'on arrête de nous comparer à la Silicon Valley et autres. Parce que quand on me donne l'exemple de Facebook, j'ai les poils qui s'hérissent, pour être tout à fait honnête, même si le foncif est un fonds américain derrière, pour la simple et unique raison, c'est combien de Facebook sont morts pour qu'il y ait un Facebook qui est apparu. Donc ça, c'est un point important. Premier point. Deuxième point, quelle est la liquidité qu'il y a sur ce marché-là comparé à l'autre? Donc quand on fait les deux points là-dessus, c'est-à-dire que quand vous voyez le portefeuille d'un VC américain, vous voyez 100 boîtes dans son portefeuille, sans entreprise. Il y en a une star, deux qui se sont bien débrouillés, mais et le reste sont morts. Bien que finalement on ne voit que ça. Hein. Exactement, on ne voit que ça. Mais pourquoi ça marche? C'est parce que l'écosystème est assez solide, il y a assez de liquidité pour faire qu'en sorte que le Facebook du portefeuille éponge les dettes de 99,9%. Or, nous, on n'a pas cette liquidité, on n'a pas cette profondeur. Alors arrêtons de nous comparer à des écosystèmes qui ne sont pas, en tous les cas, comparables. Et créons notre propre écosystème. Et c'est ça qu'il va falloir vers quoi aller. Amin Hazaz, fondateur de HCE.7. On ne se compare pas. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est qu'il nous faut un certain volume minimum pour trouver les 1%. Pour te conforter dans ta position. Même aux États-Unis, on parle de plus ou moins 0,29%. C'est des licornes, c'est des Facebook. Ce qui fait que les capital risqueurs doivent faire un certain nombre d'investissements. C'est statistique, il faut faire une centaine pour en tirer un ou deux qui récupèrent la casse. Pour que vous investissez dans 100 boîtes, ça veut dire que moi, accélérateur, je dois vous en présenter 300. Pour vous présenter les 300, je ne peux pas survivre dans un écosystème comme le Maroc où l'initiative de la CCG, elle est excellente. Mais elle est excellente pour les fonds de capital risque. Et ce n'est pas le rôle de la CCG de subventionner ou d'investir dans les accélérateurs ou les incubateurs. C'est le rôle de d'autres organes de l'État. Par rapport à ce que disait Amin tout à l'heure, ce que vous disiez, ces projets-là, ces startups-là qui se prédestinent qu'au Maroc, c'est des TPE. Et on doit les accompagner. On doit les financer. L'autre point par rapport à tes propos, c'est que l'environnement des affaires au Maroc est très hostile, que ce soit pour la start-up ou la TPE. Ça veut dire qu'il vous faut un cycle de vente de 9 mois pour convaincre quelqu'un dans ce pays pour vous passer commande. Les 9 mois, vous aurez pu faire le tour des capitales européennes et vous avez plus de chances de vendre là-bas qu'ici. Et j'ai des exemples de start-up africaines qui ont réussi des deux côtés de la Méditerranée. C'est-à-dire, quand vous voyez une start-up comme Africa Talking, qui est une Kenyane, qui vient de lever 8,6 millions de la part de Proparco, quand on voit Lydia, qui vient de lever en l'espace de 16 mois quelque chose comme 8 millions ou voire 9 millions de dollars, c'est une start-up qui vient de naître en 2016 au Nigeria. Success story. Et qui a des ambitions continentales, voire mondiales. Quand vous voyez que Goldman Sachs a mis sur la table 50 millions de dollars dans une start-up qui a démarré en Tanzanie, mais pas pour développer le marché africain, parce qu'elle a déjà développé le marché africain, c'est pour dérouler sa solution en Asie du Sud-Est. Ça veut dire que c'est possible, des start-up africaines nées ici, mais qui sont conquérantes, qui sont ambitieuses et qui, avec des investissements colossaux. Quand je parle à des assureurs au Maroc et je leur dis la plus grande, je dirais, menace pour les assureurs, que ce soit au Maroc ou en Afrique, c'est une start-up qui fait de la micro-assurance, qui a levé presque 170 millions de dollars en l'espace de plus ou moins 30 mois et qui fait de la micro-assurance. Ça veut dire que vous voulez assurer votre bicyclette, vous allez chez n'importe quel assureur en Afrique, il va dire non. Vous voulez assurer votre laptop, il va vous dire non. Eux, ils vont vous dire oui. Cette start-up n'est même pas basée en Afrique. Elle est basée à Stockholm. Ça veut dire que même le terrain de jeu africain n'est plus afro-africain, il est mondial. C'est-à-dire que quand vous avez une idée brillante, je ne suis pas d'accord avec toi, Amin, elle est applicable ailleurs. Pourquoi les gens qui ont créé Skype, ils l'ont créé au fin fond de la Scandinavie? Est-ce que tu as un exemple concret à me donner d'une entreprise marocaine qui a aujourd'hui une existence à l'étranger, qui a levé des fonds à l'étranger et qui... On a par exemple HPS.
c'est une très belle D'accord, mais success story. HPS, ça représente quoi? C'est une entreprise. Mais vous avez demandé un exemple, il vous a donné un exemple. HPS a commencé petit également. Mais c'est petit, HPS, excuse-moi. Bah, c'est petit, mais c'est bon. Non, mais c'est ce que je dis, c'est Elle a qu'il une nous faut un présence écosystème. mondiale. Bah, ils font partie quand même des meilleurs. créer ça. Oui. D'accord, mais ça reste Très petit, bien. je suis désolé. CM2T et HPS, c'est des accidents, je vous l'accorde. Mais des accidents. Ben oui, C'est pas gentil. C'est des success Non, stories. c'est des success C'est des stories, histoires. mais on les a trouvés, on les a fait grandir accidentellement. C'est comme la Ouetta ou le Grouge. Ouais, On les a trouvés comme ça. Hicham Hamadi, est-ce que vous êtes déjà allé à la rencontre de fonds d'investissement au Maroc et à l'étranger et comment est-ce qu'on vous a accueilli finalement? Comment on a accueilli votre projet? Plutôt plus sympathiquement qu'au Maroc, pour être très clair. Et je suis revenu avec un bon chèque plutôt qu'au Maroc, en toute sincérité. Enfin, Est-ce que vous pouvez juste partager avec nous votre je le expérience? partagerai à la fin. En fait, je voulais réagir sur la question de la comparaison. Je pense que oui, effectivement, on n'a pas la taille, on n'a pas l'écosystème, on n'a pas le mindset, on n'a pas la culture. C'est vrai. Mais ceci étant, il faut bien qu'on commence. Il faut bien qu'on perde de l'argent parce que le débat, c'est quel est le prix à payer pour qu'on y arrive. Il faut qu'on y mette tous ce prix. Il faut que les fonds d'investissement perdent de l'argent. Alors, aujourd'hui, la réflexion, c'est de se dire, bah tiens, on le fait d'une manière mesurée, puis après le deuxième mesuré, le troisième mesuré, mais on ne cherche pas le Facebook. À l'international, ils sont sur une autre logique. Je cherche la 9e failure pour avoir le 10e qui sera bon. Mais encore une fois, tout est relatif. Parce que ces fonds d'investissement étrangers qui investissent dans 100 boîtes, il faut voir leur taille aussi. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas encore des tailles d'investissement qui sont très importantes pour aller dans 100 entreprises. Nous, on les attend. On fait en sorte d'avoir des fonds d'investissement beaucoup plus importants parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est purement mathématique. Il faut aller dans la quantité pour faire sortir une ou deux entreprises qui va rattraper la casse de tout le portefeuille. Et c'est ça notre objectif. Alors ce point a été déjà exprimé tout à l'heure et il a été très bien expliqué par vous-même et aussi par Mme Zahiri. Hicham Hamadi, pour continuer sur ce que vous étiez en train de dire. Là, je te rejoins, Dunia, complètement. Par contre, là où je ne comprends pas, c'est que pourquoi on n'arrive pas à avoir un fonds à $1 milliard chez nous? Pourquoi les fonds d'investissement locaux n'arrivent pas à lever de l'argent? Pourquoi ils n'affichent pas une ambition en disant, bah tiens, je vais créer une émulation dans le pays, je vais le faire? Merci, Hicham. Mme Zahiri, sur cette question, je vais revenir sur l'exemple, parce que comme ça je répondrai, parce que je n'ai rien à cacher. Je viens de lever $15 millions effectivement sur un sujet sur lequel je génère 0 dirham de chiffre d'affaires. Donc effectivement, on arrive à le faire. Aucun fonds, je n'ai pas consulté ceux qui sont autour de la table. Justement, c'est une question que je voulais vous poser. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas consulté ceux qui sont autour? Ils n'ont pas la taille. C'est simple, ils n'ont pas la taille. Attends. 150 millions de dirhams, c'est pas. Ils n'ont pas la taille. À un moment, il faut être réaliste. Alors, laissez-le juste finir, s'il vous plaît. Et donc, effectivement, quand on a une ambition qui est plutôt ailleurs sur un sujet qui risque de ne pas être compris au Maroc, bah bien sûr, vous partez ailleurs. Vous prenez le billet d'avion, vous passez plus de temps. Non, mais excusez-moi, j'essaie de comprendre quand même, parce que là, vous êtes entre spécialistes, mais moi, j'essaie de comprendre. Je vais faire un peu de pub. Voilà, non, mais c'est pas de la pub, c'est comprendre le projet. Pourquoi vous dites que votre projet ne peut pas être compris ici au Maroc? Quand vous dites à quelqu'un, je vais être le concurrent d'Uber, bah, la première réflexion, c'est que non, ça peut pas naître au Maroc. C'est tout. C'est basique. Mais comment vous le savez? Vous l'avez pas tenté? Bah si, j'ai tenté. Pas chez ceux-là. Hein. Ah d'accord. Enfin, j'ai pas consulté ni Dunia ni. S'il vous plaît. Oui. Et donc on vous a dit. Et donc voilà. Et donc vous partez là où les gens peuvent y croire. Et là vous partez chez des gens qui vont se dire c'est possible et qui vont regarder et qui vont se dire bah tiens peut-être on mettra de l'argent. Ouais, alors vous allez nous expliquer tout à l'heure la démarche. Même Mme Zahiri voulait réagir, directrice générale de CIF Maroc. Alors moi j'aimerais réagir sur le point pourquoi on ne fait pas $1 milliard, parce qu'on aurait adoré faire du milliard. On est ambitieux au même titre que nos start-upers, donc c'est pas ça le sujet. J'ai passé les 5 dernières années à faire de la levée de fonds pour le Maroc. Quand vous allez à l'international, 2 choses. 1, Maroc trop petit, il n'est même pas sur la carte des investisseurs à l'échelle internationale. Voilà. Donc c'est pas une zone sur laquelle aujourd'hui il y a une priorité pour la levée de fonds. 2, vous leur dites vous êtes en train d'investir dans les start-up. Au Maroc, vous avez de l'innovation là-dedans, vous n'avez pas de pipeline, il n'y a rien. Donc vous me demandez de l'argent concrètement sur un pays qui n'est pas prioritaire pour moi en termes. J'ai eu carrément des cartes où le Maroc était en gris. Donc c'est no man's land pour eux. Donc voilà, soyons clairs. Ça c'est 1. Et 2, vous nous demandez d'aller sur le segment le plus risqué, qui est le segment des startups, et sur lequel. Alors pire encore, même chez nous, même quand vous allez voir vos investisseurs locaux, ben là on a la même réponse. C'est très bien ce que vous faites, bravo, continuez. Mais aujourd'hui, c'est trop petit, c'est trop risqué pour que nous, on puisse investir. Donc on n'y croit pas aujourd'hui. Oui.
Amine Guiori, directeur communication et études Inforisque. J'ai une question, Hicham. Non, mais par contre, pas aller au centre du micro, s'il vous plaît. J'ai une question, Hicham. Effectivement, Itch a levé à l'international 16 millions, mais c'est Itch France qui a levé. Dans la moitié pour le Maroc. Mais si ça avait été une société... Sur le business marocain. Oui, sur le business marocain, mais c'est l'entité française qui a levé les fonds. C'est l'entité marocaine qui a levé une partie des fonds. 50% c'est pour le Maroc. D'accord. Voilà, Qui a entraîné l'autre? Oui. Si vous voulez qu'on fasse un débat précis, il n'y a pas de problème. En fait, on a construit un modèle qui est différent. C'est que c'est pour la première fois... On va peut-être expliquer d'abord c'est quoi Itch. C'est quoi Itch? C'est une solution qui permet de lier un utilisateur à un taxi, à un chauffeur qui a une voiture. Et c'est la première fois où on se limite au modèle où les gens ont un agrément. Donc, la communauté des taxis. Et donc, c'est un modèle auquel personne n'y croit parce que Uber, qui est arrivé avant, le fait en distorsion du marché. Elle prend le marché, elle le fait grandir en créant d'autres acteurs et donc en agrégeant de la valeur. Exactement. Et alors que le modèle marocain, c'est de se dire, bah non, on ne fait pas de distorsion du marché, on se concentre sur... Et personne n'y a cru. Quand je disais, pourquoi le taxi allait avoir une application pour avoir un client alors que le client, il est dans la rue? Personne n'y a cru. Ne serait-ce qu'une minute. Donc voilà, c'est un autre modèle qui est très simple, qui se base sur une idée basique, alhamdoulilah, qui a donné des résultats extraordinaires, j'imagine que vous le voyez dans la rue. Mais après, au Maroc, personne n'y a cru. Est-ce que justement il n'a pas bénéficié? Personne n'y a cru. Oui. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas proposé de fonds carrément 0 dirham. Ah non, c'était de la rigolade. Ah d'accord, on vous a ri au nez quand on vous a proposé ça. Oui. Et pourtant ça marche ailleurs, ça marche en France. Ça marche parce que ça marche dans le modèle que eux pensent qu'il est bon. Et ce modèle, on n'a pas le droit de l'inventer. Très bien. Vous voulez réagir, Amine Guiori d'Inforisque? Non, écoutez, je pense que Hicham a répondu à la question. Je pense que ça aussi que le fait que Itch France ait déjà une activité développée en France, ça a quand même permis au fond français et anglais qui a investi dans c'est une sorte de garantie, un gage de sécurité bien pour sûr, eux. je pense que s'il était l'inventeur de cette application, il aurait eu 0 dirham même à l'international, c'est ça que vous êtes en train de dire? C'est un peu ce que je dis, oui. Ouais. Non mais je vais laisser réagir quand même à Hicham Hamadi sur ce point parce qu'il a raison peut-être au Maroc mais pas ailleurs. C'est-à-dire que si vous étiez l'initiateur du projet, vous prenez le dossier, vous allez au niveau d'un centre, un fonds d'investissement américain, vous pensez que votre idée est défendable? Même si vous êtes, j'ai envie de dire, basé ici au Maroc. Ça prendrait peut-être plus de temps, ça prendrait plus d'énergie, mais défendable parce que la réalité est que le changement, les gens qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent quelque chose qui permet de créer un point d'inflexion et un changement. Le Airbnb a changé l'ensemble des habitudes. Et donc aujourd'hui, on peut prendre une chambre chez tout un chacun. Donc c'est ça ce qu'ils regardent. Ils sont dans une logique où qui est le Facebook ou le Airbnb de demain? Qu'est-ce qui crée? Quelle est cette idée qui va aller au-delà de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui? Donc ils ne sont pas dans une logique où ce qui a marché c'est celui-là et on reste sur ça. Donc c'est un autre mindset. Et donc effectivement je pense que oui, péniblement, probablement pas le même montant. Quand vous dites péniblement, pourquoi péniblement? Parce que oui, comme il dit, peut-être une association avec d'autres, ça fait que effectivement ça donne plus de garanties. Mais si vous étiez seul, pourquoi péniblement pour vous? Parce que je suis marocain, parce que je suis né dans une zone géographique qui est, comme elle a si bien dit, probablement grise et probablement insignifiante. On est pénalisé de fait de notre nationalité. Le destin spermatozoïde fait cela, donc ça c'est clair et net. Ouais. Maintenant, il faut aussi se dire, si on vend que le Maroc en tant que tel et non pas toute l'Afrique en se disant, avec mon passeport je peux voyager sans visa et que je peux accéder à des marchés qui sont intégrés financièrement, ça effectivement ça apporte autre chose. Et c'est pour cela que je disais, quand est-ce qu'on aura ce fonds à 1 milliard qui va se dire, je n'ai pas une vocation simplement limitée à 30 millions, mais à 1 milliard de personnes. Oui, Amine Azzaz, fondateur de A7. Alors, par rapport au point sur la taille de nos fonds d'investissement, je suis d'accord avec Dunia Imrim, certes, mais en même temps, quand vous allez à l'international pour lever pour un fonds, ils vous demandent est-ce que les grands groupes marocains investissent chez vous? Et quel montant? C'est-à-dire, quelle est la plus grande entreprise dans ce pays? Ou quelles sont les 10 premières, entreprises dans ce pays? Ils n'ont pas encore investi ce secteur-là. Qu'on voit dans les télécommunications, qui sont les 3 plus grands opérateurs sur le continent africain? Un des 3, c'est Maroc Télécom. L'autre, c'est MTN. MTN, sur les 5 dernières années, elle a investi 570 millions de dollars dans les startups africaines. Maroc Télécom peut être un joueur très important, que ce soit au Maroc ou à travers
toute l'Afrique. Et je peux dire la même chose des grands groupes marocains qui sont dans la banque, dans l'assurance, dans l'agriculture, dans l'industrie. Ces grands groupes-là doivent rentrer dans cette danse-là. Parce que sinon, le Maroc... Pourquoi ils le feraient? Pourquoi ils le feraient? C'est leur intérêt stratégique. Ça veut dire pourquoi MTN le fait? Pourquoi Orange, qui est un opérateur quand même assez présent en Afrique, il a mis 50 millions d'euros dans un fonds qui est basé à Dakar. Vous comprenez que pour moi, je suis pas spécialiste comme vous quand vous dites c'est leur intérêt stratégique. Oui. Moi, j'ai envie d'en savoir plus. C'est quoi leur intérêt stratégique? Parce que mon intérêt stratégique, pour moi, il doit se traduire en argent. Quand ils investissent dans des startups, il y a des startups qui vont développer les technologies qu'ils vont utiliser, ou bien ils vont être des relais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres orientations qui pourraient faire gagner du cash beaucoup plus facilement? Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'orientation stratégique autre que de miser sur plusieurs startups avec un risque d'échec qui est quand même assez considérable? Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant pour ces entreprises, peut-être au Maroc, d'investir dans, je sais pas, l'immobilier? Le vrai risque, c'est qu'ils deviennent obsolètes. Ouais. Ouais. La réalité, le vrai risque, c'est que ces grands... S'il vous plaît, laissez-le juste finir. Le grand risque de ces grands groupes-là, que ce soit marocains ou africains, c'est qu'ils deviennent obsolètes. Quand on voit sur des secteurs comme la FinTech, vous avez des startups un petit peu partout en Afrique qui révolutionnent la relation entre les organismes financiers et le citoyen ou les entreprises. Sur la FinTech, si nos grandes banques n'investissent pas pour découvrir les pépites qui feront les technologies ou qui seront des futures divisions qui vont créer de la valeur pour ces banques-là, ils vont être écartés. Très rapidement, Amine Diouri. Oui, mais d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des grandes banques font ça. Je pense à des événements, justement, de l'innovation organisés par les banques, justement. L'idée, c'est de tomber de ma chaise. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée de ce type d'événement, c'est quoi? C'est de faire venir des porteurs de projets. S'il vous plaît, Amine Hazaz, laissez-le juste finir. C'est quoi? L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir des porteurs de projets, c'est avoir peut-être demain de faire ressortir des projets innovants qui seront par la suite incubés par la banque. C'est bien l'idée qui est derrière. Mais c'est pas un objectif qui est clairement affiché, qui est soutenu. Quand on parle de grandes entreprises, c'est quand même ça. C'est-à-dire que la grande entreprise, soit elle innove en interne, elle a un département recherche et développement et effectivement elle met de l'argent à fond perdu pour innover, soit effectivement elle va essayer de détecter des pépites qui vont lui apporter demain une techno qui lui servira dans sa stratégie future. Dounia Boumadi, directrice générale de Maroc Numérique Farm. Je voudrais moi juste revenir sur ce qu'a dit Hicham par rapport à l'attractivité de bailleurs de fonds internationaux. Je pense que Meriem l'a abordé. On a été en structuration de fonds dans le cadre de l'appel d'offres qui a été lancé par la CCG et ça a été très très dur de convaincre des bailleurs de fonds internationaux de s'intéresser à la place entrepreneuriale Maroc. Tout simplement parce que au-delà du deal flow qu'on a quand même démontré et de l'intérêt de fonds d'aller dans ce genre de secteur et financer la start-up technologique, il y a un cadre macroéconomique aujourd'hui qui n'est pas encore là où on l'attend, notamment par rapport à la start-up. On a un cadre réglementaire qui n'est pas défini, on n'a aucune incitation fiscale pour des investisseurs étrangers, aucune facilité pour l'établissement de grands groupes étrangers, et pire encore, comme ce que disait Hicham tout à l'heure, on a une absence des opérateurs privés. Aujourd'hui, pour rejoindre ce qu'a dit Amine, c'est vrai qu'on est dans des projets immenses d'incubation, de concept de open innovation qui est utilisé à tout va, mais pour moi, aujourd'hui, ce sont des coups de buzz, parce qu'on lance ce genre de choses, on lance ces projets-là, on présente pas mal de choses à la presse, mais finalement, il n'y a aucun suivi, il n'y a aucune start-up finalement qui travaille avec cette entreprise-là, et qui a même du mal à décrocher un bon de commande avec ces entreprises-là qui l'incubent. Donc ce concept d'open innovation aujourd'hui qui nous manque, porté par une présence forte des grands opérateurs privés, n'est pas encore au niveau que l'on souhaite. Il y a certaines initiatives qui sont très timides, mais ce concept-là n'est pas encore au niveau auquel on l'attend. Et je pense que ça aussi, les investisseurs étrangers le regardent quand ils veulent s'intéresser à la scène marocaine. Et finalement, c'est-à-dire ramener des bailleurs de fonds dans un fonds, on a joué quand même, on est parti pitcher. C'est comme une start-up qui est partie intéresser des investisseurs étrangers. Et on avait toujours les mêmes retours que l'on a, au-delà de l'attractivité, encore une fois, je le dis, sur le vivier de la jeunesse qui est très innovante, très créative. Il y a aujourd'hui un cadre macroéconomique qui n'est pas encore très très positif pour l'investissement étranger. Madame Zahiri, directrice générale de CIF Maroc.
Alors, moi, je rejoins à 100%. On revient encore une fois, je suis désolée, sur l'écosystème. Comment créer cet écosystème fort? Comment faire le cadre réglementaire est une partie de l'enjeu. Les fonds sont une autre partie, mais tout ça s'organise, se coordonne tous ensemble. L'État, effectivement, est un grand impulseur. Quand vous voyez n'importe quel gros écosystème mondial, l'État public a toujours été derrière, en fait, la création de ces écosystèmes, à commencer par la Silicon Valley. Tu as donné tout à l'heure l'exemple de la station F et la Startup Nation à la Macron. On a besoin de cette impulsion. Elle est là, elle est peut-être timide, mais elle a le mérite d'exister aujourd'hui avec cette initiative qui est Innov Invest. Il faut aller plus loin, mais il faut effectivement sensibiliser, faire que tous ces acteurs-là, on a parlé des grands corporates, on a parlé de l'État, on a parlé des start-upers, du législateur. Et justement, en parlant du législateur, je ne sais plus qui a dit dans le tour de table, on a un cadre législatif qui est un petit peu flou, qui est balbutiant. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de proposition au niveau du ministre, justement, aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce qu'il n'a pas fait de proposition au niveau du Parlement? Est-ce que c'est timide au niveau de son ministère? Écoutez, alors là, je reprends une autre casquette pour le coup, qui est la casquette au sein de la CGM. Oui. C'est un sujet qui est au cœur, en fait, de notre réflexion. On a aujourd'hui une task force qui vient avec pas mal d'acteurs, des bailleurs de fonds internationaux ou des bailleurs ou locaux, qui viennent également aider, lobbyer pour ce qu'on pourrait appeler la Startup Act, ou en tous les cas, parce que Startup Act, tout de suite, ça, on a l'impression que c'est... Mais on a quelques doléances qui sont bien claires, qui sont, si je dois les schématiser de manière très simple, aider à la création de ces startups. Et puis surtout, faire que ces startups puissent survivre, et 3, qu'elles puissent grandir et aller à l'international. Donc comment est-ce qu'on peut créer cet environnement fiscal, juridique, qui peut être... on n'est pas obligé de refaire la roue. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont, que j'appelle moi des quick wins. Des quick wins sur lesquels on est en train de travailler pour pouvoir créer cette dynamique. Et je dois avouer que l'appareil public aujourd'hui est très à l'écoute. En fait. Non, mais à l'écoute, c'est une chose, l'action. Moula Fed Alami. Alors, ça a été rajouté à la charte de l'investissement. Non, mais justement, parce que moi, je me dis, Moula Fed Alami, quand même, ministre depuis 2014, c'est un homme intelligent, c'est un monsieur qui, quand même, c'est un homme d'affaires qui a réussi dans notre pays. 4 ans, 11 mois et 15 jours à la tête du ministère, et toujours le flou juridique, c'est-à-dire que cadre fiscal qui n'est pas forcément l'un des meilleurs. Et pour quelqu'un qui parle d'écosystème, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu étrange? Écoutez, c'est sûr que ça a pris un petit peu de temps. Il y avait peut-être d'autres priorités qui sont passées au devant, sur lesquelles il y a eu quand même des bons résultats là-dessus. Mais je vais surtout insister sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une volonté. Voilà. Et moi, cette volonté, je suis preneuse. On peut voir le verre à moitié vide, comme on peut le voir à moitié plein. Je suis quelqu'un d'optimiste par nature, donc je le vois à moitié plein. Aujourd'hui, il y a une volonté, il y a une dynamique, que ce soit par les pouvoirs publics. Il manque encore la dynamique grand corporate aujourd'hui, dans cette dynamique-là qu'il va falloir intégrer à un moment ou à un autre. Mais moi, je suis assez optimiste sur notre capacité, assez rapidement, d'instaurer un cadre réglementaire qui est plus favorable pour les startups. Amin Azaz, vous voulez réagir, fondateur de S7? Alors, je voudrais réagir sur 2 points. On vous dit les pouvoirs publics sont plutôt assez convaincants. Enfin, en tout cas, on va écouter Melim Zaheri quand elle prend sa casquette CGM. Ce qui ne devrait pas être mon cas. Je sais pas. J'ai pas de commentaire à faire. Melim a totalement raison. Ça veut dire qu'on a des décideurs, je dirais, politiques qui sont à l'écoute. Maintenant, comme tu l'as si bien dit, il nous faut de l'action. Moi-même, j'ai été pendant presque 1 an et demi le conseiller spécial du ministre sur ces sujets-là. Ça a abouti à, je dirais, l'élaboration d'une politique entrepreneuriat 2025 qui est, je dirais, assez complète et assez compétitive pour faire du Maroc et un hub d'entrepreneuriat au niveau africain. Maintenant, comme vous le savez, il y a des priorités, il y a un agenda, mais comme a dit Mariam, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, on aura une grande annonce pour... C'est-à-dire quoi, une grande annonce? Je suis plus au ministère, je ne suis pas en politique. Vous êtes libéré, je suis libéré. Vous n'êtes plus au ministère, donc vous pouvez y aller. Je ne peux pas divulguer des choses qui ne sont pas... C'est le ministère, c'est le ministre qui va les divulguer. Mais vous ne travaillez plus pour lui.
Oui, justement, mais il y a la confidentialité. Ouais. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que avec 7 fous, on a décidé de lancer le plus grand accélérateur en Afrique. Et Dounia peut en parler aussi, qui est vraiment aux normes internationales, que ce soit en termes d'aménagement, en termes de programmes d'accélération. On s'est lié, on a créé des partenariats avec les meilleurs accélérateurs et meilleures firmes de conseil en innovation dans le monde. Mais vis-à-vis des grands groupes marocains, on a une certaine difficulté. Ça veut dire que quand on leur propose des programmes d'accélération qui nous permettrait de faire venir, par exemple, dans la FinTech, une vingtaine de startups de calibre mondial annuellement au Maroc, créées par des Marocains d'ici ou d'ailleurs, ou bien des Africains d'ici ou du monde, ils ont de la difficulté, et comme disait Hicham tout à l'heure, c'est une question de mindset. Ça veut dire qu'ils nous disent, OK, pourquoi on ne fait pas un événement? Pourquoi on ne fait pas... Je dis non, nous, on est un accélérateur. Nous, notre objectif, c'est qu'en 6 mois, qu'on sorte des startups qui sont capables d'aller chez Meriem et Dounia, lever 1 million, 3 millions de dollars, et par la suite, 1 an plus tard, aller à Londres ou à New York et lever 5, 10, 15. Et ils sont mal à l'aise. Ils ne savent pas comment nous... Ça veut dire que parce que on n'est pas une agence de communication, on n'a pas une agence de l'événementiel, et c'est ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant. Et c'est ce que disait Amine. Oui, c'est des événements. Il y a des concours, les gens pitchent. C'est du buzz, en fait. C'est du buzz. Ouais. Mais... Comme je vous ai dit, H7, c'est une plateforme incroyable. C'est pas parce que c'est ma plateforme, mais les corporates ont de la difficulté à embarquer. Hicham Abadi, président du conseil d'administration de Hitch. Si les autorités sont en train d'écouter, ils ont une écoute très très longue dans ce cas. Parce que le sujet est sur la table depuis très très longtemps. Ouais. Surtout le sujet de financement de l'entreprise, le sujet de financement de la start-up, et surtout les 500 millions. Et ça bouge pas, en fait. Et ça bouge pas, voilà. Donc ils sentent, je ne sais pas. Enfin, peut-être c'est de l'écoute active, mais vous comprenez, Meriem Zahraoui, lorsqu'elle nous dit, moi je vois le verre à moitié plein. Moi je vois pas de verre déjà. Très clair. Moi je suis optimiste. C'est qu'il est passé aux 15 millions d'euros, ça y est. À un moment, il faut être réaliste. Déjà la bouteille. Alors, je vais vous dire, réaliste, c'est quoi être réaliste? Être réaliste, c'est que les entrepreneurs n'attendent pas ça. Vous savez, DART existe chez nous avant le crowdfunding et ça marche. Ils n'ont pas attendu une loi pour pouvoir se donner de l'argent et puis après faire en sorte à ce que quelqu'un gagne. Les usuriers existent chez nous, ils n'ont pas attendu le microcrédit. Vous savez, Omar, vous pouvez avoir un crédit si vous voulez. Donc à un moment, c'est pas la loi qui fait que l'entrepreneur ou l'entreprise va avancer. C'est l'entrepreneur qui dicte le temps et qui donne le tempo. Et c'est aujourd'hui, croire que on va tout régler par décret, c'est pas vrai. On ne règle rien par la loi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut faciliter, on peut inciter, on peut accompagner. Mais la question est très simple. Quels moyens on met pour quelle ambition? Pour moi, ça se résume à cela. Si on veut demain devenir un pays producteur de technologie, quels moyens on met? Et les moyens, quand je parle de moyens, je parle d'éducation, je parle d'argent. Justement, quand on parle de moyens, est-ce que, par exemple, c'est une idée, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je la partage avec vous, c'est-à-dire, le Maroc étant un petit pays par rapport à certains autres pays du monde, bien évidemment, en petite population, 34 millions de personnes, etc., pays plus ou moins à une économie, avec une économie plus ou moins faible, malheureusement, par rapport, bien sûr, encore une fois, au reste du monde. Est-ce que on pourrait penser à mutualiser les efforts, c'est-à-dire le Maroc plus 2-3 pays qui créeraient des fonds, etc. Donc mutualiser les efforts pour essayer de créer quelque chose de commun. Dans l'histoire du monde, pour avoir un rayonnement on va dire global ou international, il faut rayonner régionalement. Ce que fait le Maroc. Le Maroc est en train de travailler au niveau de l'Afrique pour faire en sorte à ce que les petites masses puissent s'attirer et faire une grande masse. Et donc les petites masses, c'est l'intégration du Maroc au niveau de la CEDEAO, c'est le fait qu'on a été au niveau de l'Afrique subsaharienne d'une manière assez forte, on a une pénétration des télécoms, on a de l'assurance. Donc on est en train de faire en sorte à ce que notre marché ne soit pas les 30 millions qui sont au Maroc, mais qui sont plutôt... Donc, je pense que c'est une question derrière nous. Il suffit simplement que les entrepreneurs y aillent. On a un marché potentiel. Maintenant, c'est charge à nous de construire, de concevoir des projets dans cette ambition. Et il faut qu'on soit ambitieux. Donc, quand je reviens à l'ambition et puis après à notre vision, c'est cela. C'est quel projet c'est celui qui construit un projet pour avoir 10 clients, il restera avec 10 clients. Celui qui pense
avoir un projet au niveau mondial, il faut qu'il y ait un financement mondial. Donc c'est cela, c'est quels moyens on met pour qu'est-ce qu'on veut devenir. Il faut qu'on se pose une question. Est-ce qu'on veut devenir une terre d'entrepreneurs ou pas? Amine Diouri, directeur communication et études InfoRisque, je vais vous laisser réagir à ce qui a été dit parce que je sais que vous voulez réagir, mais en même temps, il y a deux questions ou trois questions même du même auditeur, Mehdi de Casablanca, dont une que je voulais d'ailleurs poser, mais je vais commencer d'abord par ces interrogations. La première, on ne prend pas de risque. Alors les grands groupes au Maroc, pour revenir sur la question des grands groupes qu'on a évoqué, les grands groupes au Maroc sont de culture marzanienne. On ne prend pas de risque pour ne pas se faire virer. Donc là, c'est par rapport justement aux grands groupes qu'on a cités éventuellement ou auxquels on aurait pu penser. Mehdi, toujours de Casablanca, qui pose la question, je souhaiterais savoir si les fonds d'investissement accompagnent uniquement les startups ou bien n'importe quelle entreprise. Amine Diouri, directeur communication et études InfoRisque. La première question posée par l'auditeur rejoint ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est une question de culture entrepreneuriale. Je pense même que la question du fonds d'investissement, du fonds n'est pas pertinent en tant que tel, c'est-à-dire qu'on aura un jour un fonds de 1 milliard de dollars. Si derrière on a tout un écosystème derrière, on a un marché, si on a des projets, ça a été le cas de la France. Il y a à peine 5 ans, les fonds collectés en France étaient de moitié moins que ce qu'il est aujourd'hui. Si on a un marché, si on a des projets, bien évidemment que les fonds vont arriver. On n'aura même pas besoin d'aller à l'international. Mais il faut revenir bien plus en amont. La question, elle est effectivement cette question de culture entrepreneuriale. Quand vous êtes un jeune entrepreneur, quand vous êtes un jeune d'une école de commerce, quand vous êtes un jeune d'une école d'ingénieur, et que vous pensez à votre futur, ici, je ne pense pas que forcément vous pensez à créer votre entreprise immédiatement. Vous pensez peut-être à trouver une bonne place dans une grosse société privée, éventuellement rentrer dans une entreprise publique. Mais je pense pas que la question de tiens, je vais créer ma propre entreprise et voir ce que ça donne, ça me vient pas forcément à l'esprit. Et c'est aussi ça qui nous manque aujourd'hui, c'est cette culture entrepreneuriale qui manque, qui fait que on aurait beaucoup plus de projets à regarder et peut-être qu'à ce moment-là, on aurait plus de moyens à mettre sur la table. Ouais, mais Amine Diouri, vous pensez pas finalement que c'est tout à fait normal au Maroc qu'on n'ait pas cette culture entrepreneuriale parce que en cas d'échec, on perd tout, parce que ailleurs, quand on réussit pas un projet, on peut rebondir créer un autre projet. Donc si les Marocains ou une partie de nos concitoyens n'ont pas cette culture, parce que c'est tout simplement parce que l'échec n'est pas permis. Mais je comprends parfaitement. On est aujourd'hui avec un taux de chômage des jeunes qui est relativement élevé. On n'est pas la France ni les États-Unis. C'est-à-dire que si jamais demain je monte en entreprise et que je me plante, effectivement je suis tout seul. Donc effectivement, je comprends qu'il y a aussi une question d'environnement global qui joue. Maintenant, c'est aussi si on crée un cadre effectivement qui est plus favorable, si derrière demain il y a un système de sécurité qui fait que si vous vous plantez, il y a il y a l'État qui vous rattrape, qui vous donne de quoi pouvoir vivre, effectivement, ça changerait la donne. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas-là et effectivement, on réfléchit à 2 fois avant de lancer son projet. Ou alors, il faut avoir beaucoup de moyens et être sûr que même si on se plante, on ne risque pas grand-chose in fine. Vous voulez réagir, Madame Zahiri? Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce point-là, effectivement, l'entrepreneuriat dans notre pays. Il y a des études qui ont été faites pour nous comparer cette fois-ci, non pas à la Silicon Valley, mais aux voisins. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait le taux de transformation l'un des plus faibles de la région. C'est-à-dire entre le désir de créer une entreprise et la réalité de passer, je crois qu'on est autour de 4-5%. La Libye devait être pas très loin pour donner une échelle de où est-ce qu'on se situe exactement. Donc c'est-à-dire qu'il y a la volonté d'être entrepreneur, mais malheureusement on passe pas le pas. Donc pour plusieurs raisons. Les filets sociaux, il n'y a rien en fait. Il y a énormément de raisons qui sont listées, mais qui sont bien, c'est-à-dire qu'on a environnements qui sont comparables. Les Algériens, les Tunisiens, la région MENA complètement. Donc une fois qu'on a comparé, c'est-à-dire que même vis-à-vis de pays comparables, on est les mauvais élèves en termes d'entrepreneuriat sur ce point-là. Et le point le plus saillant de cette étude a été de montrer que non seulement on n'est pas été ceux qui créons le moins, qui passons le cap, mais nos entrepreneurs étaient les moins ambitieux finalement parce que c'est ceux qui créaient le moins de valeur. Et donc c'est ceux de valeur. Donc on crée en moyenne en termes d'emploi beaucoup moins que ce que créaient nos voisins. Et ça, quand on parle de mindset, il y a un énorme travail de sensibilisation à faire en amont.
bien entendu, même au niveau de l'éducation, j'allais dire, pour que l'entrepreneuriat ne soit plus vu comme étant la troisième voie de l'échec parce qu'on n'a pas réussi ou qu'on n'a pas de diplôme et qu'on n'a pas réussi à avoir un travail dans la fonction publique ou autre. Donc il ne faut pas que ça soit le plan B, C ou D, mais que ça soit vraiment vu comme un plan A. D'accord. Je vais vous donner la parole de Dounia Boumehdi, mais j'aimerais aussi qu'on puisse répondre à la question de notre auditeur, parce qu'il a posé une question qui est restée, il me semble, en suspens. Est-ce que les fonds d'investissement n'accompagnent que les startups, pour faire court? En tout cas, c'était sa question. Dounia Boumehdi, directrice générale de Maroc Numérique Fund. Pour parler des fonds de gestion que l'on dirige aujourd'hui, nous on accompagne les startups qui opèrent sur le secteur des technologies de l'information et on les accompagne à 2 volets. Donc on intervient sur le segment seed et early stage pour des entreprises qui sont en phase de finalisation de leurs produits ou services ou celles qui ont besoin d'un accélérateur financier pour aller sur le marché. On s'intéresse aussi à d'autres startups qui sont un peu plus matures et c'est ce que nous on appelle un peu capital risque. C'est des entreprises qui ont moins de 5 ans d'activité et qui veulent financer leur croissance, mais qui sont dans un plan de développement technologique, voire même régional. Ça, c'est par rapport à l'accompagnement que l'on fait nous aujourd'hui sur le fonds MNF1 et le fonds MNF2. Moi, je voudrais juste revenir sur la partie cadre réglementaire et incitation fiscale. C'est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas l'environnement idéal pour attirer des investisseurs internationaux ou même créer les conditions optimales pour l'émergence de l'entrepreneuriat au Maroc. Donc aujourd'hui, il y a eu des incitations timides qui ont été faites dans le plan de le projet de loi de finances de l'année dernière, mais c'est encore des incitations qui n'ont même pas encore été appliquées et on ne sait même pas comment elles vont être appliquées. Sur tout ce qui est crédit d'impôt pour les personnes ou les personnes physiques ou morales qui investissent dans des startups à forte composante technologique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été mis en place, mais les contours sont tellement flous aujourd'hui qu'on ne sait pas comment ça va s'appliquer. Pour parler encore du cadre réglementaire, et je pense sur ce sujet-là, Amine en parlera mieux que moi, c'est tout ce qui est par rapport au crowdfunding. Le crowdfunding, il y a un projet de loi qui a été travaillé quand même sur une grande période, peut-être sur 2 ou 3 années, qui aujourd'hui a été présenté au secrétariat général du gouvernement, et ça fait, je pense, un bon bout de temps qu'on n'a toujours pas de nouvelles de ce cadre réglementaire. Donc c'est pour vous dire, si même pour le crowdfunding, qui est vraiment destiné à l'entreprise, pour les premiers moments de sa vie, on n'a même pas encore un cadre réglementaire clair. Donc vous devinez bien que pour tout ce qui est partie start-up, TPE, PME ou autre, on est encore un peu loin du compte. Et juste, je voudrais faire aussi allusion à une commission qui a été créée en novembre 2016, que je co-préside, qui a été lancée dans le cadre de l'AMIC, l'Association marocaine des investisseurs en capital risque. C'est une commission d'amorçage dont le rôle est de créer finalement ce cadre optimal pour l'émergence de l'industrie du capital risque amorçage. Et son objectif, c'est vraiment de travailler avec l'ensemble des parties pour mettre en place des actions concrètes. Quand je parle de l'ensemble des parties, ça va être le gouvernement, le ministère, le système éducatif, les accélérateurs et l'ensemble des composants de l'écosystème entrepreneurial. Et aujourd'hui, on a fait un diagnostic clair à tous les niveaux et on a des recommandations et un plan d'action qui devraient être dévoilés très très prochainement. Hicham Hamadi, président du conseil d'administration de Hitch, sur la question justement de l'auditeur, les fonds d'investissement, est-ce qu'ils accompagnent uniquement les startups ou pas? Ça dépend de la vocation de chaque fonds. Chaque fonds a une spécialité. Si on va à l'étranger, il y a carrément des sectorisations. Il y a un fonds qui a une spécialisation dans le healthcare, un autre donc ça dépend de la phase de développement de la société. Exact. Ça va de la création jusqu'à la transmission, voire la transformation de l'entreprise. Exact. Donc oui, maintenant simplement pour donner, c'est quoi une start-up? Une start-up, c'est une entreprise qui a lancé un service qui n'a pas encore de modèle économique. La différence, c'est celle-là, c'est qu'on peut créer une entreprise qui a tout de suite un modèle économique, c'est pas une start-up. Une start-up qui on n'en a pas et qui se cherche. Et donc la vocation, normalement, si on se dit qu'on est en train de financer une start-up, c'est qu'on est en train de financer quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui ne génère pas d'argent. Alors que
Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est un business plan avec de la rentabilité, avec de la monétisation. Moi, j'ai bien insisté pour une première partie, c'est sans être opérationnel. On finance parfois même la finalité. Ouais, exactement. Mais je suis désolé, il faut quand même un modèle économique. Sinon, on ne va pas investir à fond perdu. Si on ne sait pas comment on gagne de l'argent, on investit. C'est juste fait à ça. Vous êtes pas capital risque. Exactement. Excusez-moi, j'ai fait de l'amorçage. Non, vous le laissez répondre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a jusqu'à, je pense, l'année dernière, Amazon a été toujours déficitaire. Oui, mais on voyait le bout du tunnel parce qu'on savait à peu près à quoi s'attendre. Parce que le modèle était clair. À combien de milliards ils ont vu de masse? Il y avait un effet de masse. Aucun fonds d'investissement marocain n'aurait mis un bien évidemment, mais vous comparez ce qu'il y a, on compare. Il est de mauvaise foi, là. Je pas de mauvaise foi. En fait, je donne l'exemple. En gros, on a tous lu des bouquins dans lesquels il y a un certain nombre d'agrégats. Attention, il faut un retour sur investissement, un EBIT A, un EBIT je ne sais pas quoi. Oui. Et donc, on nous a appris tout cela, alors que la réalité est que ils font tout à fait le contraire, ces gars. Aux États-Unis, ils financent des déficits. Ils creusent le déficit. Oui, mais parce qu'ils savent à peu près à quoi s'attendre. Ils ont une vision. Ils ont une vision. Mais voilà, ils ont une vision. On va jamais mettre de l'argent dans un projet qui ne va jamais marcher. Ou on ne voit pas le modèle économique se dessiner petit à petit. Ils n'en savent rien du tout. Au fil des ans. Ils n'en savent rien du tout. C'est des gens qui investissent dans une idée, dans une ambition et qui accompagnent. Le casino, alors, c'est la loterie. Mais c'est la roulette russe, là. Mais non, mais ce qu'il est en train de décrire, c'est pas fidèle à la réalité, peut-être. Vous exagérez un peu, c'est le trait, rassurez-moi. On est obligé d'aller vers l'extrême pour arriver au milieu. En fait, la réalité est que... Revenez au milieu dans ce cas-là. Parce que si on commence avec vous, au milieu, on finit à zéro. On commence avec une valo qui n'existe pas ou une valo très minime. Donc, la difficulté, c'est celle-là. C'est comment croire en une idée et de se dire cette idée elle sera porteur et elle va générer autant de valeur et même si on va creuser le déficit, le rebond, parce qu'on parle de taux de rebond, il sera énorme de telle manière à ce qu'elle absorbera le tout. Donc la difficulté est là. Ici on a une logique qui est très comptable, très bilancielle. Je ne suis pas en train de critiquer tout le monde. En fait, je sais qu'il y a les moyens sont limités. Avec 500 millions de dirhams, je pense que c'est très compliqué de financer 100 boîtes. Je sais que les moyens ne permettent pas d'aller plus loin. Maintenant, il faut... on peut dire il faut prendre un petit peu de risque et se dire, tiens, je prends une boîte, je force un peu, je mets une vraie mise. Je mets une vraie mise et arrêtons de répartir les œufs sur plusieurs paniers. Un seul panier et surveillons ce panier. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, tiens, je mets un panier par-ci, un panier par-là, et à la fin, c'est 2 œufs dans chaque panier. Prenons un seul panier, mettons les œufs qu'on a, et puis après, surveillons-le. Hicham Hamadi, pour Hitch, puisque vous êtes président du conseil d'administration de Hitch, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent aujourd'hui, c'est de l'investissement, les 15 millions. Je génère 0 dirham de chiffre d'affaires. Et vous en donnez 15 millions, vous générez 0. On a dépensé 20 millions. Enfin, encore une fois. Ils ont donné 15 ou 20 millions. On a dépensé ça. On arrivera à 20 millions avant la fin de l'année. Et très compliqué d'aller vers un fonds d'investissement local, de lui expliquer que vous allez faire 20 millions de dirhams en marketing. Personne ne vous suivra. Personne. Personne ne comprendra cela. Tu as fait une levée de 16 millions d'euros. Oui. Voilà. Exactement. Et donc la difficulté, c'est que le mindset n'y est pas autant pour les entrepreneurs, et effectivement, elles ont raison. Effectivement, parce qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui ont une ambition autre et qui ont une vision autre. Et puis après, au niveau des fonds d'investissement, personne n'y croira ou ne va croire à ces. Mais vous avez présenté quand même des garanties, excusez-moi, à ce fonds d'investissement. C'est un fonds d'investissement européen ? Européen, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous leur avez dit que à terme, sur 3 ans, sur 5 ans... Je ne peux pas couvrir 16 millions d'euros, je ne les ai pas. Ah bon? Non, mais vous leur avez montré quand même une sorte de business plan, c'est-à-dire au bout de 5 ans, 6 ans, peu importe, vous avez un modèle économique, autrement ça ne serait pas possible, on ne va pas financer juste une idée, vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Bon, parce que c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, enfin ce que j'ai dit, c'est que j'ai extrapolé pour qu'on arrive au milieu. En gros, on prend... la réalité c'est là. La réalité c'est là, c'est que quand vous arrivez... Enfin, je l'ai tout de suite dit. En fait, quand vous arrivez, vous dites, vous savez, j'ai des ambitions moyennes. De toute manière, le fonds d'investissement, ou le capital risqueur va vous tirer en se disant, non, c'est pas cela, vous allez faire la moitié de... Et si vous faites que le tiers, et si vous faites que le 1/4, alors que si vous arrivez en disant, non, je commence à 100 et que vous arrivez à 80, 60, c'est génial. Et la difficulté, c'est que ce mindset existe au Maroc. C'est que on n'est pas dans... Vous savez, quand vous faites une levée à l'international, la première question qu'ils vous posent, vous cherchez 10 millions, ils vous donnent, je vous mets 100 millions, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est une des questions qu'ils posent directement. On vous a posé cette question? Ah oui. Ouais. Si je vous donne 100, qu'est-ce que vous allez en faire? En gros, on nous prépare, parce qu'on se prépare à cela. Si vous pitchez sur 10, il faut réfléchir sur 100.
pour avoir cette réponse. Au Maroc, vous allez pitcher sur 10, il va vous dire, peut-être je vais vous donner un et demi. Ouais. Et donc ça vous donne déjà l'état d'esprit. Il est autre. Donc il faut commencer très très haut pour arriver à 10% de ce que vous voulez. Amin Azzaz, fondateur de H7. Ce que veut souligner Hicham, c'est le fait que les capital risqueurs, je dirais, au niveau international, ils permettent l'expérimentation. Ça veut dire que vous allez venir avec une certaine vision, avec un certain modèle économique, mais ils vont vous permettre d'expérimenter jusqu'à temps de tomber sur le bon modèle économique. Et par la suite, ils vont vous passer à un autre fonds d'investissement qui va vous aider à faire le scale-up. C'est ce que dit Hicham. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre, je dirais, des sommets ou avoir une position dominante ou être dans le top 3 au niveau continental ou au niveau mondial. Par rapport à notre environnement des affaires, notre environnement des affaires est très très hostile. Par contre, notre environnement n'est pas aussi hostile que le Nigeria ou le Kenya ou le Rwanda ou le Ghana ou le Sénégal et même je dirais l'Afrique du Sud. L'Égypte, peut-être l'Afrique du Sud non, mais l'Égypte. Ces pays-là nous surpassent en termes d'investissement dans les startups. Comment se fait-il ? C'est pas normal. Ça veut dire que quand on voit que le Rwanda, il a généré 37 millions de dollars investis dans les startups rwandaises. L'économie rwandaise quand même tourne plutôt bien en ce moment. Elle est très petite. Ouais, mais elle est microscopique par rapport au Maroc. C'est un peu la Suisse de l'Afrique, quoi. L'Égypte, avec tous ses problèmes, ne surpasse. Oui. Le Ghana, l'Ouganda, ils sont à 16 millions de dollars d'investis dans les startups l'année dernière. Le Maroc, c'est 3,9. Ça veut dire que oui, notre environnement des affaires est difficile, voire hostile, mais ces pays-là sont capables de trouver des personnes comme Hicham. Ils sont capables de les accompagner pour qu'ils se financent, qu'ils lèvent des fonds localement et à l'international. C'est pas notre cas. Et c'est là où le problème blesse. C'est ça notre challenge collectivement, c'est comment on fait pour identifier des entrepreneurs à fort potentiel. Et on a la masse critique. C'est-à-dire quand un pays forme 50 000 personnes de calibre mondial, dans les meilleures écoles marocaines, françaises, canadiennes, américaines et j'en passe, comment se fait-il qu'on n'a pas ce que tu disais, Mrim, c'est le taux de conversion, il est faible. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer ? Parce qu'on a la matière première. On a une matière première qui est supérieure à, je dirais, à part l'Afrique du Sud et le Nigeria qui nous dépassent en termes de création de talents de calibre mondial, les autres ne nous dépassent pas. Et c'est triste à dire. C'est dommage. Amine Diouri, directeur communication et études Inforisque pour le mot de la fin, puisqu'on est à la fin de l'émission. Oui, alors effectivement, bon, je pense que tout a été dit sur la question. On a aujourd'hui la question du cadre, effectivement, se pose en amont par rapport aux jeunes entrepreneurs, par rapport au cadre réglementaire, par rapport aux investisseurs. Maintenant, bon, voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Il faut le saluer quand même. Le fonds Innovinvest est une chose qui est très positive puisqu'il a apporté quelque chose qui n'existait pas avant. Donc il faut quand même... l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais il faut regarder ce qu'on a devant nous. Et ce qu'on a déjà, c'est pas mal. On peut faire mieux et on devrait faire mieux. Amin Azzaz, fondateur de H7. Je suis très optimiste parce que je vois de plus en plus de personnes vraiment exceptionnelles qui s'intéressent à l'entrepreneuriat de rupture aux quatre coins du monde. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai reçu un jeune homme brillantissime qui est chez Google et qui veut créer une start-up pour l'Afrique à partir de l'Afrique. Et il y a plein de jeunes hommes et de jeunes demoiselles comme lui. C'est à nous d'aller les chercher, que ce soit à Casablanca, que ce soit à Paris, que ce soit à Montréal ou à New York, et de les faire revenir. Parce que c'est eux qui vont vous créer les startups qui vont être valorisées à $1 milliard. Mais si vous les faites revenir, vous ne leur faites pas perdre par ricochet aussi la chance d'être propulsés véritablement par des structures beaucoup plus solides et beaucoup plus fiables. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on développe ces structures-là. C'est-à-dire que nous-mêmes, H7, c'est un accélérateur, comme je vous ai dit, de calibre mondial. Mais il faut plusieurs accélérateurs comme ça au Maroc. On a besoin d'une dizaine, voire d'une vingtaine de structures comme ça pour faire face au potentiel qu'on a. C'est-à-dire, ça c'est un given. L'autre point, c'est que ces startups qu'on fait revenir, ils ne vont pas nécessairement attaquer que le Maroc ou l'Afrique. Ils peuvent attaquer aussi l'Europe, qui est un des plus grands marchés, à qui on ne vend rien du tout. Et c'est pas normal.
Dounia Boumadi, directrice générale de Maroc Numérique Found, pour le mot de la fin également. Moi, je pense que l'année 2019, aujourd'hui, on peut la considérer comme... Je pense que ça va être une bonne année parce qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont là. Autant au début, on avait un seul fonds d'investissement qui opérait sur ce segment-là. Aujourd'hui, avec le programme Innovinvest, on a des structures d'accompagnement qui sont bien établies. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est un début. Et là, je vois Amine sourire, mais c'est toujours ça. On commence bien quelque part. Il y a 4 fonds d'investissement aujourd'hui qui ont de l'argent frais, qui sont capables d'investir dans des startups. Et là où on t'attend, Amine Zez, ce incubateur H7 de niveau mondial, on attend de toi que tu nous sources effectivement pour ce genre d'entreprise où on va mettre encore une fois de l'argent dans des entreprises à $1 milliard pour que Hicham Hamadi soit content également. Et je pense que c'est un objectif collectif. Au-delà de tout ça, il faut vraiment qu'on essaye aujourd'hui de faire émerger des startups à rayonnement international qui soient leaders dans leur secteur d'activité respectif. Madame Zahiri, directrice générale de CIF Maroc. Moi, j'aimerais qu'on retienne que c'est un écosystème certes dynamique, mais qui reste fragile. Donc, il est naissant. Il va falloir l'accompagner, l'aider à grandir tous ensemble. Effectivement, le côté collectif est très important. Je disais tout à l'heure, on est excellent chacun de son côté, mais on n'est pas brillant quand on est en collectif. Il va falloir aller vers plus d'excellence en collectif. Là-dessus, j'en suis convaincue et c'est les efforts de toutes les parties. C'est pas une seule partie qui est importante, mais moi, je reste particulièrement optimiste parce que le contact du terrain, les remontées de pipeline aujourd'hui sont d'une telle qualité qui font qu'aujourd'hui, face à mon comité d'investissement américain, je n'ai pas du tout à rougir de la qualité de l'innovation que je présente marocaine. Bien au contraire, je suis ravie de la présenter et ça redonne une vision différente non seulement du Maroc, mais du potentiel de la région. Et donc, d'un seul coup, la vision change. Donc, on a besoin de créer ce qu'ils appellent le track record. Laissez-nous un peu le temps de le créer, ce track record, et qu'on soit capable de créer des vraies références. Notre Facebook local qui sera, Inch'Allah, valorisé à $1 milliard. Hicham Hamadi, président du conseil d'administration de Hitch. En fait, on n'a pas le choix. C'est soit on y va pour qu'on puisse aider la jeunesse, faire en sorte à ce que le Maroc soit une terre d'entrepreneurs, soit on paiera le prix social. Merci à nos invités pour leur participation dans Avec Sans Parure. Merci à Amine Azaz, fondateur de H7, Amine Diouri, directeur communication et études InfoRisque. Merci également à Madame Zahiri, directrice générale de CIF Maroc, Dounia Boumadi, directrice générale de Maroc Numérique Found. Et merci à Hicham Hamadi, président du conseil d'administration de Hitch. Merci donc à nos invités. Tout de suite, place aux après-midi Tentations, c'est jusqu'à 18h. Les Nuits Magiques, c'est de 20h à minuit en compagnie de Karim Alain Boucher. Excellent après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio. Je vous retrouve demain pour un autre débat. Avec ou sans parure, avec parure, avec parure.